fondu au noir. C'est la fin de... J'ai même pas vu le film, regardez. C'est ouf. Bonjour à tous, vous écoutez ou vous regardez sur YouTube Calmos le podcast. Je suis Hugo Alexandre et je suis comme d'habitude accompagné de mon camarade David Honora. Salut. Et aujourd'hui on accueille un invité en la personne de Maxime Muscat. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc Maxime, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, les rares auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce qu'on peut dire que tu es un vétéran de l'internet français ? Alors, des jeunes m'ont appelé OG de YouTube une fois, Ouais. et maintenant je l'ai gardé sur ma bio. Et donc ouais, tu peux dire vétéran si tu veux. Ouais. Tu as notamment fait pas mal de récits de voyages au Vietnam ou en Russie sur ta chaîne YouTube. Tu avais aussi un podcast jusqu'à récemment avec Marie de Brouwer. L'excellente Marie de Brouwer qui s'appelait Touriste. Oui. Tu parlais aussi de voyages. On recevait des gens pour raconter des anecdotes de voyage, exactement. Ouais. Il y a plein d'invités, du coup le podcast il est encore là, quoi. Du coup, il y a plein de... Il existera encore. Rattraper ce podcast qui est super. Et dans ta dernière vidéo en date, tu racontes comment tu as arrêté de boire de l'alcool définitivement, et tu as aussi sorti un livre à ce sujet qui est ici même. Mais non. Ah mais c'est toujours la dernière vidéo en date en fait. C'est sur ma chaîne, oui. Après là, j'ai fait des vidéos. Enfin, je fais des vidéos dans plein d'endroits. Là, je viens d'en faire aux Vieilles Charrues. Je fais des projets un peu à droite à gauche. Mais sur ma chaîne YouTube, effectivement, c'est un endroit où je fais quelque chose que quand j'ai une idée qui peut être faite sur cette chaîne-là. Mais bon, c'est. Parce que t'as arrêté de boire de l'alcool, tu connais au jour près, non ? T'as toujours le compteur. Ah, j'ai le compteur là, mais il est pas. Il a pas le téléphone est en mode. Ça fera 5 ans en janvier prochain. Ah, c'est plus en jour. Donc là, c'est une victoire quand tu commences à ne plus compter en jour, mais en À année. 5 ans, c'est. Ouais. Bah non, en vrai, il y a plus comptes de. plus, même. En fait, c'est plus dans ta vie. Enfin, là, je suis passé vraiment du côté où genre j'ai même pas. Je pense que c'est fini, quoi. Enfin, maintenant l'objectif c'est la sobriété joyeuse, quoi. Alors ça s'appelle « Je n'aurai plus besoin d'alcool pour danser ». Je le fais en mode télé. Anecdote. Ah. Je suis allé faire les derniers jours de peaufinage de ce texte avec une éditrice en Normandie et j'avais un t-shirt Calmos. Et j'ai une photo qui pourra le prouver, que vous allez voir ici. Non, je sais pas celle-là, mais en tout cas, voilà, il y a une histoire avec vous. Et ce t-shirt Calmos. Deuxième anecdote, je suis allé au Culture Fest avec, une fois, je croise David, et il me fait « Ah, c'est marrant, t'as exactement le même look qu'un mec juste derrière toi. » Et du coup, il y avait un mec qui avait les mêmes cheveux que moi, les mêmes bouclettes. Je pensais être hyper original avec mon t-shirt Calmos. Et en fait, non, vous êtes beaucoup trop hype. Et du coup, j'ose plus le mettre, ce t-shirt, parce que, voilà, tout le monde le porte, en fait. Alors pourquoi on est là aujourd'hui ? Pour Calmos le podcast. Et quel est le principe de Calmos le podcast ? Eh ben c'est tout simplement nous qui racontons à notre invité un film qu'il n'a pas vu. Il se trouve que, Maxime, tu n'as pas vu Vol au-dessus d'un nid de coucou de Milos Forman. Donc c'est le film que je vais raconter aujourd'hui. Et quand on t'a proposé la liste de films qu'on propose généralement à nos invités, t'as spécifiquement indiqué ce film-là. Ouais. Pour quelle raison ce film en particulier ? Parce que je sais que c'est un grand film qui traite d'un sujet qui est censé m'intéresser. C'est un film que j'ai essayé de démarrer plusieurs fois à des moments où je pensais être prêt pour pouvoir l'apprécier, mais ça reste un des films que j'ai pas encore vu, qu'il faut que je voie, et du coup là je me suis dit c'est trop l'occasion de vous le suggérer, parce qu'ils envoient vraiment une liste, mais alors il y a tout, quoi, mais j'en ai proposé beaucoup quelques-uns, de films très cultes et très connus pour que, mais du coup c'est trop bien, parce que du coup il y en a quelques-uns, je sais que je vais les rajouter dans ma petite liste de films à voir. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu encore Vol au-dessus d'un nid de coucou, parce que tu l'as démarré, t'as dit, donc t'es allé quand même jusqu'à combien de... je te dirais à un moment. Est-ce que tu te souviens de scènes que t'aurais vues du film ou alors pas du tout ? Je me souviens de quand Jack Nicholson qui rentre et qui découvre des gens qui sont dans l'hôpital. Terminé. Okay. Et peut-être des médicaments au moment. Terminé. Voilà. David, est-ce que tu te souviens ? Toi, tu l'as vu le film ? Moi, je l'ai vu une seule fois, il y a assez longtemps. Et j'avais été un peu déçu par le film. J'ai pas été totalement embarqué, et presque je m'en veux un peu de pas avoir été totalement embarqué. J'ai une sorte de petit complexe vis-à-vis de ça. Je sais pas pourquoi. Enfin, même
En fait, j'ai un rapport à la psychiatrie et au type de maladie qui m'angoisse beaucoup. En fait, c'est un sujet qui me fait peur. Ok. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à m'abandonner sur ce genre de sujet. En fait, j'en reste très. C'est pas le bon film à voir. On met des petits trigger warnings. Alors pourquoi? Non, mais du coup, j'ai l'impression qu'avec le recul et même des évolutions, enfin, de la maturité, en fait, sur ces sujets-là, je pense que j'apprécierais plus le film. Donc, je suis très content que tu nous le racontes et sûrement j'irai le revoir après ça. Attends, ça veut dire que là, je vais pas apprécier le film comme il faut que je l'apprécie. Pour moi, c'est bon, là. Je fais le truc et après, j'ai plus besoin de le voir, le film. Attendez. Non, je rigole, hein. Ça dépend, il y a deux profils. En fait, et typiquement, même pour les auditeurs du podcast, il y en a qui nous disent qu'ils aiment bien, pour des films qu'ils n'ont pas vus, en fait, le voir après. Ouais. Parce qu'en fait, Hugo va nous raconter des trucs, on va s'imaginer. Donc après, parfois, t'as envie de confronter, et parfois, ça peut se substituer. Mais souvent, ça donne presque plus envie de voir le film que de pas le voir. J'en suis persuadé. Et alors, dernière petite anecdote, si vous me permettez, vous la couperez si vous voulez pas, mais pareil pour la lecture, moi j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur de la lecture, et la seule fois où je me suis fait des tunnels en lisant des livres, c'est parce que c'était une série où il y a plusieurs bouquins, et j'avais vu le premier au cinéma. Et du coup, j'avais eu l'imaginaire en vidéo. Et ensuite, j'ai arrivé beaucoup plus simplement à lire la suite. Et je crois que c'est pas, sinon j'aurais jamais pu me faire. C'était quoi? Il y a de la magie, des trucs comme ça, quoi. mais c'est ne plus lire aujourd'hui. Non, mais voilà, c'est des choses, en tout cas, voilà, c'est pas ça qui est important. C'est le Seigneur des Anneaux. Voilà, exactement, le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est trop marrant parce que moi, j'ai vu le premier épisode et après, effectivement, j'avais une soif Harry Potter, de Seigneur des Anneaux. Ah oui, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, le Seigneur des Anneaux, non, parce que les deux tours, c'est illisible en fait comme bouquin. Et après avoir vu Le Seigneur des Anneaux, qui est un film quand même assez qui est dynamique et tout, tu te retrouves face à l'écriture de Tolkien et au bout de 30 pages, j'ai rage quit. Ah oui, j'ai fait pareil. Ouais. Moi, j'ai lu dans Le Seigneur des Anneaux, j'avais la grosse édition avec tout dedans. Ouais. J'ai lu le premier bouquin après avoir vu les films, et les deux tours, j'ai arrêté en plein milieu, quoi. Ça me dépasse. Je ne sais même pas comment c'est possible de dire tiens, je vais démarrer Le Seigneur des Anneaux en livre. C'est pas mal. Je comprends pas. C'est un autre monde pour moi. Mais bravo. En tout cas, oui, c'est des façons de raconter différentes. Et il se trouve en plus que Vol au-dessus d'un coucou, c'est une adaptation d'un roman qui est sorti en 62, un roman de Ken Kesey, et que j'ai lu aussi, et ça apporte complètement un autre éclairage sur le film. Donc, et le film est de quelle année? Le film est de 75. Okay. Donc, en fait, au départ, le roman, Kirk Douglas a acheté les droits pour l'adapter en film, mais il a un peu galéré. Il l'a adapté en pièce d'abord. Ouais. Ça a pas trop marché. Il a galéré pendant 15 ans, et après, il s'est dit bon, j'arrête. Et c'est Michael Douglas, le fils de Kirk Douglas, qui a repris le projet et qui a réussi à le monter, et donc qui a embauché Milos Forman. C'est fou, ces projets qui mettent autant de temps. Il faut pas lâcher l'affaire, en fait. C'est ça la leçon du truc, quoi. Au bon moment, peut-être c'était trop tôt dans les années 60 pour faire ce projet. Est-ce que vous êtes prêts à ce que je vous raconte ce film, d'ailleurs? Eh ben, on va démarrer tout de suite avec le générique du film. On a un plan sur un paysage montagneux dans l'Oregon. C'est très tôt le matin, et on voit passer une voiture sur une route, les phares allumés. Donc voilà, ça c'est le premier plan du film. Ça va se passer dans l'Oregon. Men in Black, en fait, là, il est en train de raconter. Cut, c'est toujours le matin. On est à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique cette fois-ci. Et on voit des patients en train de dormir dans des lits d'hôpital. C'est ce que t'as vu la première fois de voir le film. On voit arriver une infirmière qui dit bonjour à 3 mecs qui sont en train de passer le balai et qui lui répondent « Bonjour, Madame Ratched ». Donc je précise son nom parce que ça va être un personnage important de l'histoire, c'est l'infirmière Ratched. D'accord. Bon, il se trouve que ces 3 mecs, c'est pas seulement des agents d'entretien, c'est un peu les hommes à tout faire de l'asile. Je vais les appeler les gardes. Il y a un côté carcéral. Très, très autoritaire. Ouais. Et on les voit d'ailleurs commencer à réveiller les internés et les emmener dans une très grande salle, qui est la salle principale de l'asile, la salle de jour. Et l'infirmière Ratched rejoint une cabine qui est attenante à la grande salle, dans laquelle se trouve déjà une autre infirmière, donc elles sont 2. Et elles ouvrent une grande vitre qui donne sur la salle, où elles peuvent surveiller tout le monde. Et elles commencent à distribuer des médicaments. Donc c'est une journée, le début d'une journée normale dans cet hôpital psychiatrique. Et c'est cette grande salle qui va être l'arène principale dans laquelle va se dérouler tout le film. Ok. Vous sentez bien jusqu'à maintenant. Ouais, c'est bon, j'ai. Cut, on se retrouve dehors, devant l'asile, et une voiture s'est garée. C'est la voiture qu'on a vue dans le générique. Il y a 2 flics qui sortent de cette voiture avec un mec menotté
qui porte un bonnet. Ce mec est incarné par Jack Nicholson. Jack Nicholson. Et donc, ils arrivent tous les trois dans le hall de l'hôpital. Les flics enlèvent les menottes de Nicholson, qui se met à pousser des cris de joie hystériques. C'est le plus beau jour de sa vie. Il embrasse même un des deux flics tellement il est content. Et on le fait entrer dans la salle principale de l'hôpital qu'on vient de voir, où se trouvent tous les autres patients. Donc il a l'air ravi, il est en train de danser à moitié. Vraiment, il est content. Les flics le laissent là et vont prévenir l'infirmière Hatchett que le nouveau patient est arrivé. Il s'appelle McMurphy. Donc McMurphy commence à se familiariser avec les lieux. Donc c'est donc une immense salle dans laquelle tous les patients sont rassemblés. Il y en a qui jouent aux cartes, il y en a qui déambulent un peu les yeux dans le vague, il y en a qui bougent pas du tout. Il y a différents types de patients dans ce pavillon. Et donc toute cette salle est surveillée par l'infirmière Hatchett et sa collègue depuis leur cabine. Donc McMurphy commence à visiter cette grande salle et il s'arrête sur un patient en particulier qui est en train de passer le balai. Et il est très visible dans la salle parce qu'il est géant. C'est un mec qui fait plus de 2 mètres. C'est un natif américain avec des longs cheveux. Donc c'est un personnage qu'on remarque dans l'assistance. Et donc McMurphy va directement vers lui, commence à faire un commentaire sur sa taille comme ça. Il commence à lui parler, il lui demande comment il s'appelle. Petit icebreaker, quoi. Voilà, petit icebreaker sympa. Et le mec lui répond pas. Il le regarde comme ça. Et il y a un autre patient qui est un peu plus loin, qui répond à McMurphy à sa place et qui lui dit qu'il peut pas l'entendre parce qu'il est sourd. Donc le patient qui vient de parler, c'est un jeune, je pense que c'est le plus jeune de toute la salle. Il est en train de jouer aux cartes avec 3 autres gars. Et donc il dit que non seulement il est sourd, mais il le qualifie de dumb Indian. Donc c'est visiblement un malade assez atteint. Nicholson va plutôt à la table de jeu. D'ailleurs, il a l'air d'être intéressé par les jeux de cartes, c'est son truc. Et donc il discute avec le jeune, qui lui a une particularité, c'est qu'il bégaye à mort. Voilà, c'est son truc, c'est son signe distinctif. Et en plus d'être très jeune, et il dit comment il s'appelle, c'est Billy, ce personnage. Okay. Donc McMurphy commence à s'intéresser au jeu, il demande combien il mise, c'est $5. Donc ça joue vraiment, ça tape le carton. Et il commence à discuter avec un autre gars autour de la table, et il sort lui aussi un jeu de cartes de sa poche, en lui disant « Qu'est-ce que tu penses de ces cartes-là ?» Et en fait, c'est un jeu de cartes avec des photos porno. Donc chaque carte est une position différente. Il est arrivé équipé. Voilà. Il avait pas envie de s'ennuyer, donc il a pris son petit jeu de cartes. Et le mec à la table de jeu, il est totalement fasciné par le jeu de cartes de McMurphy. Ils finissent tous les deux par s'éloigner de la table parce que le mec il suit McMurphy avec son jeu de cartes porno. Donc il est déjà en train de cracher une partie qui était bien engagée. Billy a l'air intéressé aussi, donc il les accompagne. Pardon, mais j'avoue, excellente méthode pour sympathiser très vite en arrivant quand tu connais personne à un endroit. Moi, je voyage tout seul parfois et t'avais c'est pas dur. Pensé aux jeux de cartes porno. Moi, c'est les bonbons. Moi, c'est le paquet Schtroumpf. Je propose des petits paquets Schtroumpf et du coup, les gens m'aiment bien. Mais là, il a trouvé peut-être prochain voyage tout seul, je changerai de méthode. Bonne astuce. Merci, monsieur McMurphy. Du coup, il reste plus que 2 joueurs à la table. Et donc, il y a un des 2 joueurs qui a des grosses lunettes à double foyer. C'est un personnage qui va être important aussi. Il commence un peu à paniquer, il se met à pleurer. Donc, McMurphy fout déjà le bordel dans cet espace. Cut. On retrouve McMurphy dans le bureau du directeur de l'hôpital. Waouh, qu'on connaît pas encore. Non, okay. On l'a pas encore vu. Déjà convoqué chez le Dirlo. Ouais. Bon, c'est pas lié à ce que, enfin, c'est juste une réunion c'est la rencontre, quoi. En fait, de rentrée. D'accord. Ouais, c'est j'allais dire comme il a été accompagné ici par la police, il y a peut-être un background. Exactement. C'est le background qu'on va apprendre dans cette scène. Il y a d'abord un petit small talk de 2 minutes parce que le directeur, il a une photo de lui sur son bureau avec un super gros poisson qu'il a pêché. Et donc ça intéresse McMurphy, il discute de pêche, de choses et d'autres. Et puis on en vient aux choses sérieuses. Le directeur, il a un dossier sous les yeux où sont consignés les états de service de McMurphy. Donc il s'agit de Randall Patrick McMurphy. Il a 38 ans. Et il a été arrêté 5 fois pour des faits de violence, donc des bagarres, mais surtout pour le viol d'une fille de 15 ans. Donc c'est clairement un gros client. Le directeur demande à Murphy s'il confirme ces informations. Et McMurphy, il admet qu'il est coupable dans les 2 cas. Pour les bagarres, il se défend, il dit que Rocky Marciano, lui aussi, se bat, il est millionnaire. Donc il n'y a pas de raison. Et d'autre part, il dit que la fille l'avait plus ou moins aguiché et qu'en plus elle avait menti sur son âge. Donc voilà. Et il dit au directeur, bon, de toute façon, vous êtes un homme, à ma place, vous auriez fait pareil.
Voilà. Donc le directeur, il reste assez perplexe face à ces déclarations. À noter que cette scène est improvisée dans le film pour une raison bien simple, c'est que le directeur de l'hôpital est joué par le véritable directeur de l'hôpital dans lequel a été tourné le film. En fait, le film n'a pas été tourné en studio, il a été tourné dans un vrai hôpital. Ça, c'est une info hyper importante. Merci d'avoir mis cette quiz. Je vois le film là déjà complètement différemment dans ma tête. C'est vraiment t'y es, quoi. Et déjà, je sais que je vais rentrer, je vais regarder le film. C'est bon. je sais déjà dès maintenant. Alors, est-ce que du coup, Nicholson paraît tout de suite beaucoup moins sympathique une fois qu'on sait ce qu'il a fait, pourquoi il est là, ou le ton du film reste quand même. En fait, tu vois quand même que t'as affaire à un psychopathe. Donc, vraiment, en plus, il parle de ce qu'il a fait en termes assez graphiques, quoi. Ouais. Donc t'es quand même un peu t'es méfiant vis-à-vis de lui, mais c'est quand même Jack Nicholson et plus Milos Forman il raconte qu'il a choisi Nicholson notamment parce que c'est un acteur très identifié à l'époque parce qu'il il a été nommé 4 fois aux Oscars en 5 ans, donc c'est vraiment l'acteur qui monte. Et contrairement à tous les autres acteurs du film, dont certains sont devenus connus plus tard, en fait les autres étaient complètement inconnus et en fait tu te retrouves à rentrer dans cet univers carcéral avec un gars, ton pote, parce que tu le connais. En fait, il a un bagou. C'est ce qui est fou avec Nicholson, c'est que même il peut faire des trucs vraiment horribles, comme dans Shining, par exemple, ou même dans le Joker. Et en fait, il a un bagou qui est, en fait, il est fort pour faire le méchant sympathique, quoi. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, Kirk Douglas. S'il avait produit le film pour jouer le rôle, il a un côté plus austère et moins. Ça aurait donné autre chose, je pense. Donc, retour au rendez-vous avec le directeur. On en vient à l'objet du rendez-vous. Le directeur dit à McMurphy qu'il le soupçonne de faire semblant d'être malade mental pour échapper à la prison. Et il demande à McMurphy ce qu'il en pense. Et McMurphy répond qu'il n'est pas malade du tout. Il dit même « Je suis une merveille de la science » avec un petit sourire à la Jack Nicholson. Et c'est exactement ce qu'un mec malade aurait dit. C'est là que c'est fort. Et donc voilà, le directeur, il a toujours un peu sa poker face. Il conclut en disant que ça va être l'enjeu de la détention. Et McMurphy répond qu'il va coopérer à 100%. Voilà, il est de tout cœur avec eux. Il termine la scène avec ce fameux sourire carnassier qu'on adore chez Jack Nicholson. Retour en salle principale. L'infirmière Hatched est assise sur une chaise et elle démarre une séance de thérapie collective avec tous les patients capables de s'exprimer. Donc ils sont assis en cercle autour de Hatched. Ils sont une dizaine, dont les 4 qu'on a vus à la table de jeu et dont McMurphy qui vient d'arriver donc. Et Hatched, elle reprend la séance là où il l'avait laissée la dernière fois. Et ça concernait un des patients qu'on avait vu à la table de jeu, justement, un peu plus tôt dans la journée. Donc c'est un moustachu qui a un petit air de Jean Rochefort. Donc il a un nom, mais pour plus de commodité, on va l'appeler Moustache. Parfait. L'acteur, c'est William Redfield, pour info. Donc Moustache, à la séance précédente, il avait raconté que sa femme le mettait mal à l'aise parce qu'elle aguiche les autres hommes. Et il a l'impression que lui manque quelque chose pour satisfaire sa femme. Donc ça, c'est là où ils en étaient restés à la séance précédente. Donc Hatched rebondit là-dessus, elle demande s'il y a des patients qui veulent réagir à ça. Mais là, il y a un énorme silence, personne ne peut répondre. Et donc, elle demande à tous les patients, un par un, en les nommant, s'ils ont quelque chose à répondre à ça. Elle demande notamment à un certain monsieur Cheswick, qui est le mec qui a à grosses lunettes, qui avait pleuré tout à l'heure à la table de jeu. Et donc, il se remet à pleurer. Il n'y a pas de réponse à apporter. McMurphy, lui, regarde, il observe tout ça de manière assez détachée. Il est en spectateur pour l'instant. Il joue avec son petit paquet de cartes, là. Ah oui, et on lui confisque pas son petit paquet de cartes. Non, c'est assez libre. Il est à la messe, quoi. Et donc, Hatched, elle commence à discuter toute seule avec Moustache. Et de fil en aiguille, on rentre un peu dans l'intimité de l'histoire. Et on commence à comprendre que Moustache, en fait, il refoule un peu son homosexualité. Et donc, à l'époque, l'homosexualité, c'est pas super bien vu. Donc, Moustache, il devient super tendu. Les autres patients, ils commencent à réagir, à se foutre de sa gueule. Le ton monte, ça commence un peu à tourner à l'émeute. Il y a certains qui commencent à hurler. Cheswick qui se met à pleurer super fort. Donc voilà. Donc il y avait juste un contre-champ sur McMurphy qui regarde tout ça avec un regard un peu médusé qui se demande où il est tombé. Donc voilà, première petite séance de thérapie de groupe pour donner le ton. Un avis, David, sur la thérapie de groupe, toi qui es angoissé par le truc. Non, la thérapie de groupe, en plus, je l'associe justement pas trop aux maladies mentales. C'est plus, souvent on voit ça, c'est les alcooliques anonymes, les trucs comme ça. Ouais. Je sais pas, c'est un classique du cinéma en fait, en plus. C'est vrai.
Et moi, ça me touche particulièrement parce que c'est quelque chose qui m'a fait du bien dans ma vie quand j'ai eu des problèmes de santé mentale et où il y a eu des moments où j'ai fait ce genre de truc et où j'ai réussi à libérer ma parole et à exprimer ce que je ressentais, des trucs que j'arrivais à dire d'habitude à ma psy, les trucs nuls qu'il y avait dans ma tête. Et je suis allé à des endroits où j'ai réussi à m'exprimer sur ce que je traversais à ce moment-là. Au Népal, non, quand ça j'avais fait une retraite là-bas et putain, t'as suivi, t'as fait mon TEDx ou quoi là? J'ai lu le livre. Ah, t'as les livres, mais donc du coup, je suis, tu vois, c'est un truc, je me dis putain, si j'avais vu ce film plus tôt où je voyais des hommes s'exprimer sur les trucs qui étaient un peu durs dans leur tête, peut-être que j'aurais gagné du temps sur mes thérapies. Dans le film, c'est montré de manière, en fait, comme elle est très très intrusive, l'infirmière, ça donne peut-être pas tant envie que ça. D'accord. Donc c'est peut-être tant mieux que t'aies pas vu le film. Bon, alors tout va bien. Mais oui, c'est vrai que ça peut aider en fait. Quand c'est bien fait, effectivement. En tout cas, aux Alcooliques Anonymes, pardon, c'est bon, je suis plus cinéma là, mais c'est ce truc. C'est le truc qui fonctionne d'avoir plein de gens qui arrivent à s'exprimer dans un endroit où ils sont pas gênés parce que c'est un sujet hyper tabou et une expérience commune et des échanges. Ça apparemment, c'est hyper puissant et donc. Parce qu'il y a de la bienveillance et il y a pas de jugement entre les patients comme là. Voilà. Il peut y avoir effectivement dans un autre contexte. Cut, on est dehors cette fois-ci. C'est la promenade. On est dans une grande cour entourée de barbelés, un peu comme une prison. C'est vraiment un hôpital psychiatrique à l'ancienne. Et on suit McMurphy, donc qui est enfermé dans cette cour, et qui regarde à l'extérieur et il voit qu'il y a un bus jaune qui est garé, et il y a certains patients de l'hôpital qui montent dans le bus. Donc visiblement, il y a quand même des patients qui peuvent sortir de temps en temps, mais c'est pas le cas clairement de McMurphy, qui lui est bloqué. Mais lui, il a envie quoi. Lui, je pense que son but c'est quand même de sortir de tout ce bordel, mais il est là pour l'instant. Donc il revient à l'intérieur de la cour. Il y a un terrain de basket au milieu de la cour, mais il y a personne qui joue. En revanche, il y a un patient en fauteuil roulant qui a un ballon de basket dans la main, mais il en fait rien. Et donc McMurphy récupère le ballon et puis commence à se faire des petits rebonds comme ça. Et il avise le natif américain qu'on a vu tout à l'heure. Et il recommence à lui parler et il l'appelle chef. Donc on va l'appeler comme ça. Bon, c'est un peu essentialisant, disons. Voilà. Mais il l'appelle comme ça, donc c'est plus simple qu'on l'appelle comme ça. Et il lui demande s'il a déjà joué au basket. Mais évidemment, l'autre est sourd, donc il comprend pas ce qu'il lui dit. Et McMurphy, il insiste, il lui met le ballon de basket dans les mains. Tu dis il est sourd. Ouais. Ou alors on pense qu'il est sourd ou il est sourd. Quelqu'un a dit qu'il était sourd. Parce que pour moi, je sais pas encore si. Là, tu vois, en tant que spectateur, alors, je sais pas s'il est sourd. On n'a aucune certitude. Effectivement, on sait pas s'il est sourd. On sait pas s'il est fou. En fait, il a tout entendu. Entre guillemets, parce que en fait, peut-être qu'il a tout entendu et qu'il simule. Non, mais je te posais la question. Mais peut-être qu'il est sourd, quoi. Il faut avoir un œil. Moi, j'essaie toujours quand je regarde un film, j'essaie toujours de trouver la suite. Bref. Pardon. En tout cas, pour l'instant, il comprend pas, ou il n'a pas l'air de comprendre ce qu'il lui dit. Donc McMurphy lui met le ballon dans les mains, il lui dit « Regarde, on met comme ça, on fait le panier ». Rien n'y fait. McMurphy essaie de monter sur les épaules d'un autre patient pour lui montrer que vraiment, il faut mettre le ballon dans le panier comme ça. Et non, ça marche toujours pas. Le chef capte pas. Pendant ce temps, on a un contre-champ sur l'infirmière Ratched qui regarde depuis sa fenêtre. Et elle a un regard assez sévère sur ce qu'est en train de faire McMurphy. Visiblement, elle approuve pas. Cut, on est de retour dans la salle principale. McMurphy est en train de jouer aux cartes avec d'autres patients. Ça y est, il est pleinement intégré maintenant. Il mise des cigarettes. Donc voilà, il joue avec sa camarade. Mais il n'arrive pas à se concentrer. Parce que déjà, ses camarades sont assez dissipés. Ils comprennent pas très bien les règles et tout. Mais surtout parce que les infirmières ont mis de la musique classique à fond. Donc c'est insupportable. On s'entend pas parler. Donc à la place de McMurphy, vous feriez quoi ? Vous êtes dans cette situation. J'irai essayer de débrancher. Eh ben, c'est exactement ce qu'il fait, sauf que c'est dans la cabine des infirmières. Mais lui, il en a rien à foutre. Il rentre dans la cabine, voilà, sans autorisation. Mais Ratched le chasse fermement de la cabine en lui disant que c'est formellement interdit de rentrer dans cette cabine. Une no-go zone. La cabine est une no-go zone. Donc il sort de la cabine gentiment, il se remet devant la grande vitre qui donne sur la salle et il demande calmement si c'est possible de baisser la musique parce que plus personne s'entend parler. Mais l'infirmière Ratched lui dit que
il y a plein de patients vieux et sourds dans le pavillon, donc il faut mettre fort, quoi. Ouais, il faut mettre fort parce que sinon c'est pas équitable, quoi. C'est pas normal qu'ils entendent pas. Parce que là, pour que je comprenne bien, c'est vraiment, il râle pas parce qu'il a envie de râler, c'est vraiment beaucoup trop fort pour être agréable. C'est très très fort. Ok, d'accord. C'est à fond, quoi. Même pour le spectateur. Ouais. Après, ça s'entend pas pour le spectateur, mais tu vois la crispation de McMurphy. McMurphy. C'est pas juste parce qu'il aime pas la musique classique, quoi. C'est parce que la musique classique est en plus hyper. C'est très fort. Ok. C'est un bon morceau. Non, même pas. En plus, c'est de la merde, quoi. Ouais. Ok. Donc McMurphy, il abandonne, en fait. Il a pas envie de parlementer. Il revient vers ses camarades et là, il leur dit il veut faire un pari avec eux. À ton avis, qu'est-ce qu'il va parier avec ses camarades? Alors, je sais pas, mais deuxième possibilité que je pourrais trouver moi maintenant, c'est de prendre les cigarettes dont tu as parlé avec lesquelles ils font du troc et m'en servir comme bouchon d'oreille. C'est ce que des gens font au festival et je connaissais pas cette technique et j'ai trouvé que c'était des génies, quoi. Et du coup, moi j'ai une autre question, c'est Chef, il est pas dérangé par la musique, lui, pour le coup. On le voit pas trop. Il doit être au fond on est en train de faire notre enquête là, du coup, j'adore. Non, mais sinon, ça pourrait être pas mal de. En fait, il peut parier qu'il va réussir à qu'il n'y ait plus la musique, quoi. Un pari que ou alors il peut chauffer les autres à faire un truc qu'ils ont pas le droit de faire. De faire de la musique de faire du bruit plus fort pour que du coup ça va faire péter un câble à tout le monde et qu'ils vont être obligés de couper la musique parce que la musique, le bruit qu'ils vont créer va être plus fort que. T'as une piste. Il veut parier que dans une semaine, il aura tellement fait chier l'infirmière Ratched que c'est elle qui sera devenue dingue. Ah, ok. Donc c'est plus large que ça. En tout cas, il veut la rendre folle. Ouais. Là, elle s'en est pris au mauvais gars. Voilà. C'est l'élément déclencheur, comme on dit en dramaturgie. Il fallait pas faire chier McMurphy. Comment tu t'y prendrais pour faire chier l'infirmière Ratched et la rendre folle en une semaine? Je veux pas dire toutes mes idées que je peux avoir dans ce cas-là. C'est un défi muscat. Ouais. Bah, surtout si en plus il y a le pari. Après, forcément, il faut y arriver, quoi. Alors, c'est la chef. Faire des trucs, faire semblant d'être malade, de devoir faire en sorte qu'elle soit toujours dérangée et que ce soit un travail qu'elle est censée faire à chaque fois et que du coup ne jamais s'arrêter et de toujours mettre une pièce en plus dans la machine mais en fait là maintenant je suis malade, mais je vomis, enfin je sais pas, des trucs pour qu'elle craque, quoi. Mais j'avais fait ça avec un chien qui me courait toujours après que j'ai gardé et il courait tout le temps et du coup je fais tu veux courir, et du coup je courais avec lui et à la fin il était sage. Mais du coup, toujours essayer. Non, pas pauvre chien, il était trop content. Ah, ok. C'était pas pour le faire chier. Non, mais c'était genre en mode, oui, mais il y avait un truc de, genre, tu veux courir, mais attends, mais courons. Bon, bref, je sais pas si c'est exactement la même démarche là, mais ouais, l'empêcher de faire des pauses, quoi. Ok. Et ben, on va voir comment ça se passe entre McMurphy et l'infirmière Ratched, mais clairement, le film va être le duel entre McMurphy et l'infirmière Ratched. On est de retour en thérapie de groupe. L'infirmière Ratched demande qui veut ouvrir la réunion. Et là, quelqu'un lève la main. McMurphy. C'est McMurphy. Alors, c'est pas tellement un truc pour faire chier. Il dit que ce soir, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de baseball. Et il aimerait bien qu'il puisse la diffuser sur la télé de la grande salle. Donc, il y a une toute petite télé dans la grande salle. Donc, c'est le début des World Series, j'imagine. Ouais, les World Series. La finale du championnat. Ça, c'est un scandale. C'est les Américains, ils appellent la Coupe du Monde. Enfin, on traduit World Series ou on traduit Coupe du Monde. Alors, il y a plusieurs matchs quand même, puisque c'est l'ouverture. Donc, oui, mais c'est parce que la finale, elle est en 7 matchs. C'est comme la finale NBA. Okay. Et il y avait eu d'ailleurs une polémique avec Noah Lyles, le champion du monde du 100 mètres, qui, en conférence de presse, avait dit que c'était super dur d'être champion du monde du 100 mètres, et il s'offusquait du fait que les champions NBA se disaient champions du monde, et il disait champion du monde de quoi, alors que c'est que entre Américains. World champion of what? The United States? Et Noah Lyles est détesté aux États-Unis, alors qu'il est américain, parce que pour avoir dit ça. Waouh! Donc voilà. Donc c'est pas la Coupe du Monde.
Donc c'est ni les World Series, comment on peut appeler ça? Si, c'est les World Series. Ouais, mais du coup c'est la finale. Il y a pas de World en fait. Championnat des États-Unis, quoi. Le championnat. Donc en tout cas, McMurphy veut voir l'ouverture de la finale. C'est ça. Ouais, je pense. Et l'infirmière Ratched dit non. Oh, pourtant, pourtant, il y allait doucement, tu vois. Ça aurait été ludique. Mais oui, mais elle a une bonne raison. Elle dit qu'il y a un emploi du temps qui est minutieusement établi. Et qu'en fait, ça peut perturber certains patients si on change le moindre truc. Okay. Donc, il faut, voilà. Mais McMurphy, effectivement, il essaie de débattre. Il dit, faire un match à la télé, ça va pas changer grand chose, quoi. Et elle propose quand même un truc. Elle dit, bon, ok, on va soumettre cette proposition au vote. Wow. Donc voilà. La démocratie. Complètement. Et donc, elle acceptera si la majorité absolue vote pour. Donc, elle lance le vote en demandant à ceux qui sont pour de lever la main. Donc, McMurphy lève la main. Mais il y a des gens qui sont sourds dans la... Oh là là, attends. Est-ce qu'il est là, chef? C'est là qu'on va savoir. Non, alors le vote ne concerne que les gens qui sont... Non, ok, pardon. Ah oui, pardon, il n'y a pas tout le monde. Donc, il y a McMurphy qui lève la main. Il y a Cheswick, le mec avec les grosses lunettes qui pleure tout le temps, qui lève la main, qui est chaud aussi. Mais c'est tout. Ils sont que 2. Donc McMurphy, il essaie un peu de faire la campagne, il essaie d'inciter les autres à lever la main. Voilà, exactement. Mais il y a le regard de l'infirmière Ratched qui est pas si sévère, mais elle regarde les autres. Et donc en fait, il y en a un qui lève un tout petit peu la main comme ça. Donc c'est l'autorité, quoi. C'est genre, on sent qu'ils disent non parce qu'ils veulent pas se mettre en... En tout cas, elle a établi une règle. Ils ont pas tellement envie de s'opposer. Donc à la fin du vote, l'infirmière Ratched fait le compte. Il y a 3 votes pour 9 votants. Donc pour Ratched, le sujet est clos. McMurphy est dégoûté. Pour la première fois de sa vie, il va rater les World Series. Donc on a un cut et on se retrouve avec McMurphy qui est désespéré. Et il dit aux autres qu'il va quand même aller voir la Coupe du Monde. Lâche pas l'affaire. Ouais. Et les autres, ils comprennent pas comment il va faire. À votre avis, comment McMurphy va aller voir la Coupe du Monde? Quel est son projet? Alors il y avait un bus, il peut pas s'enfuir dans le bus. Il va dans une no-go zone, il va... Il peut aller dans la salle télé la nuit. Non, il va tout simplement s'échapper de l'hôpital. Voilà. Le bus c'était une bonne option du coup. Et les autres lui demandent évidemment comment il va faire. Et en fait, au milieu de la salle de bain, il y a un gros poste d'hydrothérapie, enfin une espèce de gros bloc de marbre avec des tuyaux qui sortent, des robinets. Et il dit, je vais soulever ça, je vais le balancer dans une fenêtre et puis c'est bon, j'y vais. Mais effectivement, le truc a l'air très 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 lourd, donc les autres ils y croient pas trop. Mais il y a chef. Mais il est pas, il est pas trop. Il sait même pas faire de je crois qu'il est dans la salle, il regarde de loin comme ça. Mais pour soulever un gros truc, j'aurais pensé à lui. Ouais. McMurphy propose de parier qui va soulever le truc. Et donc les paris sont lancés. Évidemment, tous ses camarades parient contre lui, donc il se lance. Il essaie de soulever le truc. C'est ultra lourd, ça pèse 1 tonne. Il n'y arrive pas. Voilà. C'est la fin de la séquence. Mais c'est marrant. Il joue trop bien, le mec qui n'y arrive pas à soulever un truc. Ouais. Nicholson, il a la petite veine et tout. C'est trop fort. Il déclare forfait et il repart en disant, au moins, j'aurais essayé. Wow. Et en plus, là où c'est fort, c'est que le truc était pas en marbre, mais en polystyrène. En fait, c'est du mime. Non, je rigole. Ah oui, d'accord. Je sais, c'est le sketch de la valise. Tu fais semblant qu'elle est super, super lourde. Je sais pas. Ouais, j'ai pas l'info. Mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de... Pourquoi il a fait cette scène? Pourquoi il a essayé de parier ça avec les gars? Je pense qu'il y croyait. Hein. Il voulait essayer. En tout cas, c'est ça le truc. Lui, il y croyait pour de vrai? Je sais pas, mais en tout cas, il ne déclare pas forfait. C'est-à-dire que l'autorité lui dit non. Lui, il essaie quand même. Il a un peu délulu, comme il est délulu. C'est vrai que c'est un mot un peu moderne. Là, je l'entends vachement souvent popé depuis la série White Lotus, par exemple. Ouais. On a affaire à un personnage délulu. On est de retour en thérapie, probablement le lendemain ou un autre jour. En tout cas, l'histoire des World Series est derrière, enfin de l'ouverture des World Series en tout cas. Et aujourd'hui, l'infirmière Ratched s'intéresse à Billy, donc qui est le plus jeune, qui est celui qui bégait, à qui McMurphy a déjà un peu parlé dans l'histoire. Et Billy est en train de parler d'une fille dont il était amoureux, et il raconte le jour où il est allé la voir avec des fleurs et il l'a demandé en mariage. En fait, c'était une fille qu'il connaissait comme ça, mais enfin, ils n'étaient pas en lien vraiment. Et voilà. Il a sauté quelques étapes. Quoi. Voilà, exactement. Donc ça fait rigoler un peu à tous ses camarades et du coup, Billy, ça le fait marrer aussi.
Donc là, on est dans une thérapie plutôt sympa où les gens sont bienveillants, mais Ratched le regarde avec un air furieux. Et elle lui dit « Billy, t'as jamais parlé de ça à ta mère ?» Donc Billy, là, il est confus, il sait plus où se foutre. Visiblement, Ratched est proche de sa mère. Et elle lui demande si c'est pour ça qu'il a essayé de se suicider. Wow. Donc elle enfonce le clou. Encore une fois, on a un moment super gênant. Et là, Cheswick, notamment, est super mal. Il lève la main et il demande à Ratched pourquoi il insiste, alors que Billy, visiblement, il n'a pas envie de parler de tout ça. Elle répond que c'est le principe de la thérapie, on discute et voilà, les choses sortent. Et Cheswick, lui, il est trop mal. Il trouve que il y aurait une meilleure thérapie à essayer. Et il a une suggestion, à votre avis. Laquelle ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux dans cet hôpital psychiatrique ? Moi, je dirais boire une bière. Ouais. Tu dirais ça ? Non, je sais pas. La masturbation. Ah non. Regardez les World Series. Bah oui, non, c'est exactement. Non, c'est ça. Ah oui. Cheswick qui propose de regarder la Coupe du Monde. Ah, il lâche pas l'affaire. Non, il lâche pas l'affaire. En fait, McMurphy a planté une graine, j'ai l'impression, et Cheswick, il est chaud. Ratched répond que le sujet a déjà été débattu, il y a eu un vote, etc. Mais Cheswick répond que là, il y a un autre match aujourd'hui, donc on peut revoter. On peut revoter. Ratched accepte le principe d'un nouveau vote. Et cette fois-ci, tout le monde dans le cercle de parole lève la main. 9 sur 9. Donc c'est parce que il a fait la scène la veille où il a montré qu'il fait ça, tout le monde est, il y avait genre c'est vrai que s'il était prêt à essayer de soulever un bloc de marbre pour pouvoir aller voir ce match, ça donne envie, quoi. Ouais, c'est ça, il a retourné le cerveau de tout le monde comme ça, quoi. Peut-être qu'il y a une ellipse où il a aussi un peu retourné le cerveau des camarades. D'ailleurs, il dit, vous voyez, tout le monde veut voir le match avec son petit sourire à la Nicholson. Que peut faire Ratched pour contrecarrer, parce qu'elle n'a pas du tout envie que se produisent les World Series. Elle est relou. Il y a encore il y a pas un emploi du temps, il y a pas encore un truc, ou alors la télé marche plus, hein, tout simplement. La télé est en panne, elle va dire. Ouais, ou alors elle a été monopolisée par le boss. Elle a un concert de musique classique à regarder à la télé, un truc trop drôle. Non, elle répond, moi je vois que 9 votes, alors qu'il y a 18 patients dans ce pavillon. Oh non, fourbe. Il faut avoir 10 votes. Et donc McMurphy, donc il est trop saoulé, mais il va faire campagne avec tous les autres, donc tous ceux qui ont le regard dans le vide ou qui sont en fauteuil roulant dans le truc. Non mais Ratched, elle part un peu quand même, je veux dire, avoir un vote sur 10 manquants, il va l'avoir, non ? Ou alors Ratched, elle a un coup d'avance et on le sait pas, tu vois. Bah ça part plutôt mal, hein, parce que vraiment il essaie d'aller voir tout le monde et tous les autres ils sont amorphes. Ouais, ils sont amorphes et tout. Ah ouais, ah oui t'as raison, ouais, j'ai oublié. Donc peut-être Chef, on est toujours sur Chef. Alors Chef c'est le dernier qui va voir et Chef il est toujours un peu il capte pas ce qu'il lui dit, donc voilà, McMurphy il est dépité, il retourne à sa chaise. Et on a un contre-champ sur Chef qui est en train d'un peu lever la main comme ça et finit par lever clairement la main. Et donc victoire de McMurphy, explosion de joie de tout le monde. Mais Ratched lui dit que le vote était clos. Oh là là. À la fin des débats, c'était 9 contre 9. C'est Emmanuel Macron en fait. Ah oui, c'est ça. C'est une métaphore d'Emmanuel Macron. McMurphy proteste évidemment, mais elle veut rien savoir. Le vote était clos. Et donc c'est toute la subtilité de ce personnage de Ratched qui laisse à penser que c'est possible, alors qu'en fait elle va toujours gagner à la fin. Mais c'est ça son coup d'avance, c'est genre elle sait déjà ouais c'est ça. C'est elle maîtrise très bien son elle joue son avec arène. les autres, quoi. Ouais. Donc cette fois-ci je vous demande que peut faire McMurphy pour gagner, parce que là c'est vraiment un duel. Je sais pas, de me faire une manifestation, normalement c'est ce qui se passe ensuite, quoi. Parce que pour refaire un vote, pour faire destitution de Ratched, c'est une émeute dans le bloquons tout. Le boss, le patron là, il peut pas aller voir le patron pour dire le supérieur hiérarchique, quoi. Non mais c'est vrai que là elle outrepasse ses fonctions et en plus tu perds en autorité si t'es injuste en fait. Enfin elle met des règles qu'elle change. Enfin c'est n'importe quoi. C'est un scandale. Ouais, il va pas voir le patron. Il s'assoit devant le poste éteint et il commence à commenter un match fictif. Superbe. Mais comme il est trop fort,
évidemment, ça enjaille tous les autres gars qui commencent à croire à ce qu'il est en train de raconter. Et en fait, il y a une ambiance de fou d'un seul coup, comme s'ils étaient en train de regarder le match, voire pire que s'ils étaient en train de regarder le match. C'est une belle scène. Une très belle scène. Et là, on a un plan sur l'infirmière Ratched qui a un super travelling sur ses yeux révulsés à voir ce chaos qui est en train de créer McMurphy. Voilà, donc très très belle scène. D'ailleurs, je lisais un bouquin de Yves Lavandier, qui est un peu le pape français de la dramaturgie, qui a écrit plein de bouquins sur la dramaturgie, et lui, il considère que c'est une scène totale. C'est-à-dire que c'est une scène où t'as tous les éléments de dramaturgie, t'as les 3 actes, t'as l'élément déclencheur et tout, t'as l'opposition de protagoniste-antagoniste, et à la fin, t'as un final où McMurphy gagne. Donc t'as une forme de happy end. Donc c'est une scène qui est super. Et puis il y a aussi un truc thématique intéressant sur qu'est-ce que ça veut dire, même le rapport à la folie et à la rationalité, et elle qui est censée incarner la rationalité, en fait bascule aussi dans quelque chose qui est... qui a besoin d'être remis en cause, et presque le fait de commenter télé éteinte, c'est un acte de folie, mais qui en même temps, c'est hyper profond en fait dans tout ce que ça peut véhiculer. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet du film, c'est qu'est-ce que la folie, qui est fou exactement, à quel moment la lutte entre guillemets devient quelque chose de pas convenable. Est-ce que c'est le sujet aussi du bouquin qui a été écrit par Ken Kesey, qui est un mec qui était le pionnier du mouvement psychédélique et qui était quelqu'un de très libertaire. Et donc, il a un regard sur les fous, entre guillemets. À l'époque, on parlait de fous, qui est très... compassionnel. Ouais, complexe. Je crois que je porte un t-shirt du premier groupe psychédélique. Ah bah voilà, putain, t'es dans le thème. Mec, désolé, mais continuons, c'était avec juste une histoire de montagne et des coquelicots qui ont des yeux et des nounours qui dansent. Ça aurait été validé par Ken Kesey, le clairement. Tout à l'intérieur d'un crâne, magnifique. On retrouve McMurphy chez le directeur. Et donc, ils font un petit bilan de ses premières journées à l'hôpital. Le directeur lui demande s'il se plaît à l'hôpital. Il répond qu'il ne supporte pas l'infirmière Ratched. Il l'insulte avec des mots que je ne vais pas répéter pour éviter qu'on soit démonétisé. Le directeur est entouré d'autres médecins et il dit à McMurphy qu'ils sont en train de se faire une idée sur lui, et il a quand même l'impression qu'il simule sa maladie mentale. Et il y a des médecins qui demandent, qui sont à peu près d'accord avec le directeur, qui lui demandent, qui essaient de le sonder, qui lui demandent ce qu'il éprouve à ce moment même. Et il répond qu'il a envie de tuer. Et il se met à hurler. Il est futé quand même. Hein. Donc voilà, on sait pas s'il est fou ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il aime vraiment pas l'infirmière Ratched. Et en me renseignant un peu sur le film, j'ai découvert que l'infirmière Ratched est classée 5e dans le top 50 des plus grands méchants de l'histoire de cinéma. Ah ouais. Selon l'American Film Institute, donc c'est une organisation qui fait souvent des petits tops avec un jury de 1500 artistes, étudiants, critiques, historiens. Ouais. Et donc, ça m'a donné l'idée d'un peu de discuter sur les méchants de l'histoire du cinéma. Mais d'abord, est-ce que vous êtes capable de me dire, à votre avis, quels sont les 4 méchants qui surpassent l'infirmière Ratched dans l'histoire il date de quand, du le top cinéma? Il date de 2003. 2003. Parce qu'en fait, là, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, c'est que tout le récit, pour le moment, nous a vachement antagonisé le personnage. Donc en fait, même si par rapport... je sais pas, un dictateur génocidaire, elle fait pas non plus des dingueries, mais dans le fil de l'histoire, elle est particulièrement détestable, quoi. On est vraiment contre elle. Ouais. Alors après, dans leur liste, il y a des méchants qui sont quand même sympathiques, qui sont ambigus, disons, plus ambigus qu'elle. Parce que moi, le premier méchant emblématique auquel j'aurais pensé, c'est Dark Vador, quoi. Troisième du top. Ah mince, waouh. Est-ce que c'est un méchant dans Orange Mécanique, le perso... il est dans le top, il est 12e. Il est 12e. Ouais. Alex Delarge. Et pareil, c'est un méchant, mais comme t'es de son point de vue à lui, c'est quand même plus ambigu. Du coup, pour le coup, Jack Nicholson dans Shining... Ouais, il y est aussi. Mais pas top 5. Il est 25e. Ah ouais, beaucoup plus. Ouais. Non, alors on a un méchant... Dans les top aussi, la méchante reine dans Blanche-Neige. Ah
Où est-ce qu'elle est? Elle est 10e, la reine. Après, le Joker aussi. Bah, oui, mais... Le Joker est 45e. Pas terrible. Et lequel de Joker? Et le pingouin? Celui de Jack Nicholson. Ok. Et le pingouin, il est plus que le Joker ou pas? Ah oui, le pingouin, il y est pas. Il y a pas le Joker de Heath Ledger parce que c'était après 2003. Ouais. Non, alors, le premier du top, c'est dans les années 90. C'est Terminator. Il est 22e, Terminator. Putain. Attends, dans les années 90, c'est un mec qui est l'un. Enfin, il y a deux personnages principaux dans le film. Le Russe dans Rocky 4. Je crois qu'il y est pas. Il collabore avec le personnage principal. C'est-à-dire que c'est un méchant, mais il est très ambigu et c'est un personnage. Il y a eu des suites à ce film. Ah oui, ça je l'ai. Ouais. Est-ce qu'il collabore avec Jodie Foster? Ouais. Ouais. Ah oui, Hannibal le plus grand méchant. Ah bah oui, évidemment. Hannibal Lecter. Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser à un autre méchant emblématique, un peu dans le même genre, c'est Anthony Perkins dans le Psychose. Deuxième. Ouais. Bien joué. Parce qu'en fait, il est fort. Le lien que j'ai fait, c'est que c'est des rôles de méchants qui ont marqué les acteurs, quoi. Enfin, c'est-à-dire que presque tu peux pas voir l'acteur autre que dans ce rôle, quoi, après. Et les deux, c'est des psychopathes, en fait. Ouais. Parce que Dark Vador, c'est vraiment un dictateur et il a un plan. Les deux autres, ils sont plus, des fous, quoi, entre guillemets. Ouais. Et donc, il nous manque le 4. Le 4, c'est pas évident. C'est un film des années 30. Waouh. M le maudit. Non, mais c'est un film plus familial. Donc, c'est de l'ordre... C'est la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz. Ouais, c'est ça. J'aurais pu le trouver, je l'ai vu il y a pas longtemps. Bon, j'ai toujours pas vu, moi. Il était au Max Linder il y a pas longtemps. Et t'as vu Wicked? Je l'ai pas vu. Non. Ce qui est l'origin story, si j'ai bien compris, de la méchante sorcière, non? Et elle est vraiment méchante, la méchante sorcière dans Le Magicien d'Oz, parce que moi je connais pas. Donc, je crois que dans Wicked, justement, elle est pas si méchante. Donc, enfin, genre, c'est parce que c'est avant. Et qu'après, peut-être elle varie. Ok, ouais, d'accord. Mais dans Le Magicien d'Oz, elle est très méchante, du coup. Parce que pour qu'elle soit 4e, quand même. Et vos méchants préférés de l'histoire du cinéma, alors? Enfin, vos pires méchants. Enfin, c'est ambigu, mais... Ouais, en fait, faut retrouver le méchant vraiment qu'on déteste, quoi. En fait, tu regardes le film et tu dis, ce personnage, je le déteste. Qu'on adore détester. Ou qu'on adore, ouais. Bah, moi qui suis fan de Kill Bill, Bill est un super méchant, je trouve. Enfin, il y a un truc, tout un arc. Mais je réfléchis sur les films français. Daniel Prévost dans La Vérité si je mens 2. Il est super méchant. Et Daniel Prévost dans Le Dîner de con aussi. Ouais, Daniel Prévost. dans le top 10. Ouais. On a Ralph Fiennes dans la liste de Schindler. Ouais. Les nazis, souvent, c'est des méchants. Scar, il peut Scar, super méchant. Mal. Scar, super méchant. Ouais. C'est vrai. Dans les Disney, il y en a pas mal qui sont cool. Ouais. T'as Hadès dans Hercule. Jafar, ouais. Non, Scar, c'est génial. Scar, c'est odieux, en fait. Il y a vraiment un truc... Ouais, vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre méchant préféré de l'histoire du cinéma. Ça peut créer des petits débats. Samuel L. Jackson dans Incassable. Ouais, en fait, c'est infini. Il y en a plein. Ouais, c'est vrai. En attendant, on va revenir dans cet hôpital psychiatrique où on est enfermé depuis le début de cette histoire et c'est pas fini. C'est un film en entracte, en fait. Là, on vient de la petite entracte. Ouais, la petite entracte après que McMurphy a affirmé au directeur qu'il ne supporte pas l'infirmière Hatchet et qu'il a même envie de la tuer. Voilà où on en est. Et on est de retour à la promenade dans la cour. Et il y a un des gardiens qui est en train de jouer au basket, là. Donc il se fait des petits paniers, il est un peu dissipé du coup. McMurphy profite de ce moment pour emmener le chef près du grillage et escalader les épaules du chef pour s'échapper tout simplement. Il reste beaucoup de matchs de baseball en plus. Ouais, voilà, c'est pas fini. Il peut peut-être voir les 2-3 derniers matchs, ouais. Et il se retrouve de l'autre côté. Allez, voilà. Et Ciao. Il se met à s'éloigner. Le garde a rien vu, il est toujours sur ses paniers. Donc voilà, c'est la fin du film. Mais non. Putain, oui, Oscar. Allez, merci. Non, en fait, quelques secondes plus tard, on se rend compte qu'un certain nombre de patients sont en train de sortir de l'enceinte de l'établissement pour aller dans le fameux bus jaune qu'on a déjà vu. Mais avant que le conducteur du bus ait pu monter, on se rend compte que McMurphy est en embuscade et prend le volant du bus et démarre en trombe avec tous ses camarades dedans. Donc on part en virée. Le road trip, c'est avec le film Switch, quoi. Avec McMurphy et une dizaine de patients de l'hôpital. Donc en gros, ceux qui sont en thérapie de groupe avec lui.
Un peu plus tard, il arrête le bus dans une rue, il s'absente quelques secondes et il revient avec une jeune femme qui est visiblement une copine à lui. Il la présente aux autres, elle s'appelle Candy. Il reprend le volant. Elle a quel âge? Un petit 25, je pense. D'accord, ça va. Ouais. C'est pas une enfant comme. Non. Et donc, il reprend le volant et en fait, il a imaginé une petite activité pour ses camarades. Il a décidé de partir en virée, en journée détente avec eux. Je vais vous dire ce que c'est dans un instant, mais toi, tu partirais, tu ferais quoi comme virée avec des camarades de l'hôpital psychiatrique? Pas du sport, étant donné que le basket, ça a pas fait fureur. Bah non, manger un truc de ouf. Genre, à bouffe. Ah, ok. Non? Un bon oui, resto. mais non, le problème, c'est qu'il faut avoir de l'argent. Parce que là, ils ont du budget ou pas? Ils ont pas tant de budget, ouais. Non. Est-ce qu'ils vont au musée? Est-ce qu'ils vont voir? Ils vont au stade. La logique, la continuité du délire, ce serait d'aller au stade, tu vois, d'aller voir le baseball. Mais c'est pareil, il faut avoir des sous. Ouais, ils vont pas dépenser de sous, ouais. Ils vont là sur la fan zone gratuite qu'il y a. Musée. Qu'est-ce qu'ils ont pas? Quand t'es dans un hôpital psychiatrique depuis longtemps, c'est quoi le truc où tu dis, quand je sors, je vais faire ça? Moi, je crois me rappeler. Ah, merci. Oui, tu sais, qui vont à la mer. Ouais. Ah ouais, j'aurais. Petit retour à la nature, peut-être par opposition à ces murs. Mais c'est vrai, stricts. En fait, c'est vraiment, c'est l'appel du large quand t'es enfermé, quoi. Enfin, il y a un truc de la liberté, c'est la mer, quoi. Ouais. C'est clair. Donc, ils vont partir faire un petit tour de bateau sur la mer. Donc, on est dans l'Oregon, je sais pas ce que c'est plutôt un lac, je pense. Ils arrivent dans un petit port et ils montent dans le premier bateau qu'ils trouvent. Il y a un marin qui les intercepte, évidemment, en leur demandant qui ils sont, quoi. Et McMurphy dit qu'ils sont tous médecins de l'hôpital psychiatrique du coin. Et donc, ils présentent, voilà, Dr. Chestwick, Dr. Harding, machin. Et donc, ils sont tout fiers de... Et il dit, voilà, on a loué ce bateau pour pêcher. Donc, le marin, il dit qu'il va aller vérifier tout ça. Ils en profitent pour démarrer le bateau. Et donc, ça part en journée pêche. Voilà, donc c'est en mode feel-good movie. Là, on est vraiment complètement dans une autre ambiance. Un petit truc en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit truc en plus. Donc, il leur apprend à fixer des appâts sur les hameçons, à pêcher, à conduire le bateau. Il y a Billy qui essaie de draguer Candy un petit peu. Bon, elle s'en fout un peu, mais c'est sympa. Voilà, la journée se termine. Tout le monde est content. Tout le monde est très heureux. Ils arrivent avec des énormes poissons sur le bateau. Ah ouais, en plus ils sont efficaces, ils sont nombreux en plus. Donc ouais, ils reviennent sur le port, donc chargés de tous leurs poissons. Et évidemment, ils sont attendus sur le quai par plein de flics. Et au milieu de tout ça, il y a le directeur de l'hôpital qui a pas l'air très heureux de ce qui s'est passé, même s'il aime la pêche. Donc peut-être qu'il y a Mais c'est vrai qu'il y a la photo. Je me demandais à quoi ça servait cette histoire de pêche dans le bureau du directeur. C'est peut-être pour... Ils sont empathiques. Ouais. Mais il n'y a pas une nouvelle référence qui est faite à ce moment-là. Non, il n'y a pas de rêve. Dommage. C'est au spectateur de faire le lien. Et pour info, c'est une scène que Milos Forman n'aimait pas trop dans le scénario. Il trouvait que ça nuisait à la sensation de confinement qu'il voulait pour le film. Ça fait une respiration, voilà. Mais bon, en même temps, c'est aussi intéressant qu'il y ait le contraste. Et donc, pour le coup, c'est une scène qui m'avait marqué, je m'en souviens. Ouais. Donc en fait, il y a quand même un truc... Après, peut-être que justement, moi, ça me mettait trop mal ça t'a fait respirer un peu. Ouais. Et du coup, cette respiration... Mais oui, ce côté feel-good qui se dégage du film. D'ailleurs, ma perception globale du film est plutôt... les aspects comédie et feel-good sont un aspect vraiment important du film. En fait, il me semble que ça a été vendu comme une comédie à l'époque. C'est-à-dire que... Il y a plein de vraies scènes de comédie même, que tu nous as décrites. C'est vraiment... Il y a de tout, quoi. C'est un film total aussi. Ouais. Et là, pour le coup, ils sont sortis, mais tout s'est bien passé, quoi. Ouais. Oui, il n'y a pas eu de rebondissement, un mec qui tombe à la mer. Ouais. Il y a eu de petites scènes où il manque de tomber à la mer. À un moment donné, il y a McMurphy qui s'isole avec sa copine dans la cabine et en fait, du coup, il y a plus personne qui conduit le bateau. Donc il y a une scène, mais c'est plutôt de la comédie, quoi. C'est plutôt léger. Et en fait, en gros, clairement, ça devrait être des activités organisées par l'hôpital, quoi. En fait, c'est pas le message du truc. C'est-à-dire que regardez comment ça se passe bien si on nous laisse un peu sortir de temps en temps et les gens ils sont un peu plus heureux de vivre, quoi. Ok. Et en plus, ils ont à manger pour le soir. Exactement.
Et Milos Forman, qui aimait pas cette scène, il a dit on va la tourner, on la coupera au montage si ça marche pas. Et finalement, il l'a mis dans le film parce que ça marche très bien, quoi. Enfin, c'est une scène qui fonctionne très bien. C'est un peu la scène pivot du film, parce qu'on est à peu près à 1 heure de film, qui en dure 2. Mais il y a quand même une réunion de crise à l'hôpital avec le directeur et tous les médecins pour déterminer, en fait, une bonne fois pour toutes, si McMurphy est malade ou pas. Et les avis sont divergents. Donc il y a un débat, c'est pas complètement tranché, mais le directeur, lui, il a l'air déterminé à renvoyer McMurphy en prison. Le coup de la pêche, c'était peut-être un peu trop. Mais là, quelqu'un intervient dans la réunion. C'est l'infirmier Ratched. Mais non. Qui était là, dans le coin, qui disait rien. Et l'infirmière Ratched, elle dit que renvoyer McMurphy en prison, ce serait une façon de se décharger sur les autres. C'est mal. Elle aime pas du tout cette idée et elle pense qu'il faut le garder. Elle conclut en disant qu'elle pense qu'ils peuvent l'aider. Parce que, encore une fois, son but, c'est évidemment d'aider les patients, en particulier McMurphy. Mais du coup, elle est moins méchante là, ou alors elle a encore un truc derrière la tête? Pour moi, ça paraît, au contraire, elle en fait une affaire personnelle. Ah oui, elle veut le garder là pour pouvoir encore plus... Ouais, ok, d'accord. En fait, c'est... Ouais. En fait, très sincère. Le truc de ce personnage, c'est que je pense qu'elle est convaincue, elle, de faire le bien, mais dans un système qui est totalitaire, quoi. Enfin, qui fait pas du bien. Avec les règles. En fait, elle est convaincue par son truc, et donc ça rentre dans son narratif de dire on peut aider ce gars. En fait, elle se croit super forte. Elle pense avoir la science infuse. C'est Emmanuel Macron, finalement. On l'a déjà dit. D'accord. Putain, Ratched, c'est Emmanuel Macron. J'ai trop envie de revoir le film sous ce prisme maintenant. Donc voilà, l'infirmière Ratched pense qu'elle peut aider McMurphy, c'est son but. Le temps passe. On a une scène où McMurphy a réussi à organiser un match de basketball finalement entre les patients et les gardes de l'hôpital. Donc il y a quand même il y a des trucs que lui arrive à mettre en place. Mais en fait, tout ce qu'il essaie d'initier, à un moment, il y arrive quand même. Genre, il voulait sortir, il a réussi à sortir. Il voulait faire le baseball. Il a fait le baseball. Il a regardé le baseball avec tout le monde pour que les gens ils se divertissent. Il a pas vraiment regardé le baseball. Oui, mais il voulait une activité avec des gens. Ouais. Et c'était bon bref. Mais en tout cas, force d'essayer, il réussit à obtenir des trucs. Et en fait, c'est ça, c'est que on sait pas vraiment s'il est malade ou pas ou s'il fait semblant, mais par contre, il est très fonctionnel. Par rapport à d'autres qui sont dans l'hôpital, qui galèrent, qui ne peuvent pas. Lui, il a un but clair et il prend des mesures pour atteindre ce but, qui est la liberté, en gros, sous toutes ses formes. Cut, on est dans la piscine de l'hôpital, qu'on n'avait pas encore vue. Oh bah tiens, il y a une petite piscine. Il y a une petite piscine. C'est un gros hôpital, en fait. Il y a plein d'étages et tout. Mais ça sent la piscine pour faire de la rééducation. Enfin, ça sent pas la piscine fun. Il y a pas trop de gens qui font... Et justement, il y a des patients qui sont en train de faire des trucs dans la piscine. McMurphy, lui, il est un peu au bord. Il s'en fout. Il n'est pas là pour nager. Et ça plaît pas des hommes à tout faire, des gardes. Les gardes. Qui a une perche et il met des petits coups de perche à McMurphy là pour l'éloigner du bord. Oh, mais c'est donc okay. C'est vrai qu'ils s'étaient pas trop manifestés jusqu'à maintenant, mais ils sont pas sympas. Et McMurphy, ça l'énerve évidemment. Et donc il commence à menacer le garde et lui dit toi, dès que je sors, je te retrouverai dehors. Ah ouais, classique. Ouais. Ça reste un mec dangereux. Donc, oui, c'est ça, faut pas oublier. Dès qu'il sort de l'hôpital, pas de la piscine. Oui. Oui. Et le mec lui répond quand tu sors, tu seras trop vieux. Et McMurphy lui dit mais attends, il me reste que 68 jours à tirer. Voilà. Et le garde lui dit, il se fout de sa gueule et lui dit qu'est-ce que tu racontes avec tes 68 jours c'est pas la prison ici. Et en fait, McMurphy comprend le twist. Qu'en fait, il n'y a aucune date de sortie pour lui, c'est quand l'infirmière Ratched l'aura décidé. Putain. Donc, petit twist. Oui, en tout cas, s'il simulait pour se barrer de la prison, c'était la mauvaise idée. Ah ouais. Si c'est pour rester à vie dans l'hôpital, c'est pas génial comme plan, Cut, on est en thérapie de groupe. L'infirmière Ratched demande si quelqu'un veut s'exprimer. McMurphy lève la main, il veut parler. Il voudrait savoir pourquoi personne ne lui a dit quels les médecins pouvaient le garder autant qu'ils le veulent. Il accuse notamment ses camarades de l'avoir laissé foutre le bordel comme ça, alors qu'il savait très bien que ça le condamnait à ne pas sortir.
ou en tout cas sortir très tard, parce que ça reste une forte tête. Et les autres répondent pas trop. Il y a Moustache qui répond en lui disant qu'il savait pas. Et McMurphy lui dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça tu sais pas ? Et Moustache lui répond qu'en fait il est pas du tout dans le même cas que lui. Lui il est volontaire. Il peut rentrer chez lui quand il veut. Ouais. McMurphy il y croit pas. Et Ratched confirme. Elle dit qu'en fait ils sont très peu dans le service à être internés. Dans le groupe de parole ils sont quasiment tous volontaires. Wow. Et McMurphy il en croit pas ses oreilles. Et il est particulièrement choqué que Billy soit interné, parce qu'en fait, à part bégayer, il est pas fou, entre guillemets. Il dit qu'il devrait profiter de la vie, draguer des meufs, etc. Donc ça fait marrer ses camarades, mais McMurphy se marre pas du tout, il est vraiment désespéré de ce qu'il entend. Et il leur dit à tous qu'ils ont rien à faire là, en fait, qu'ils sont pas plus fous que la plupart des gens qu'on croise dans la rue. Donc il est désespéré. Et donc c'est encore la question de qui est fou, qui n'est pas fou. Pour McMurphy, personne n'est fou dans ce pavillon. Donc voilà, Ratched demande à changer de sujet. Voilà, ce sujet est clos. Donc là, il y a un patient qui pose une question sur les dortoirs. Un truc, on s'en fout un peu. Et Cheswick intervient. Il coupe la parole, celui qui pleure, avec les grosses lunettes, pour demander pourquoi on lui a confisqué ses cigarettes. Ratched lui répond fermement qu'il a coupé la parole d'un autre, ça se fait pas. Il attend son tour de parole, elle répondra après. Donc elle continue à répondre à l'autre, mais Cheswick, il insiste, il se lève et il redemande ses cigarettes de manière très très ferme. Là, ça commence à hausser le ton pour Ratched, mais Cheswick devient de plus en plus véhément. Il commence à hurler qu'il est plus un gamin, il a passé l'âge qu'on lui confisque ses affaires. Et là, ça commence à tourner au duel entre Ratched et Cheswick, qui commence à être très très véhément. Il se met à hurler, à pleurer, limite à se rouler par terre. Là, McMurphy, qui était déjà désespéré, il en peut plus. Il va vers la cabine, il défonce la vitre à coups de poing pour récupérer les cigarettes de Cheswick et les filer à Cheswick. Donc là, évidemment, il y a un des gardes. Je crois que c'est le même qu'on vient de voir dans la scène d'avant, qui saute sur McMurphy et qui commence à lui péter la gueule. Aïe, aïe, aïe. Grosse bagarre entre McMurphy, voilà, c'est vraiment le chaos. Il se défend, McMurphy, ou il accepte comment il fait comme il peut, mais il a un peu le dessous, il est un peu immobilisé par terre. Okay. Et justement là, on voit débarquer par derrière le chef. Bah oui, il attrape le garde par le col et il commence à lui péter la gueule à son tour. Oh là 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 là. Donc, énorme bordel. Il y a toujours Cheswick qui est en train de hurler derrière. Et cut. La scène se termine sur cet énorme bordel et on se retrouve dans un couloir à l'étage supérieur de l'hôpital qu'on n'a pas encore vu, où il y a McMurphy, Cheswick et le chef qui sont assis sur un banc avec des espèces de menottes au poignet. Ils sont en train d'attendre. Une infirmière appelle Cheswick et il se fait emmener par des infirmiers. Il commence à pleurer, se débattre. Clairement, il a pas envie d'aller là où il va. Et McMurphy et le chef restent tout seuls sur le banc. Donc McMurphy sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois qu'il est à cet étage. Il regarde Cheswick s'éloigner en hurlant. Donc il essaie de se détendre un peu. Il sort un paquet de chewing-gum de sa poche. Il en prend un. Il en offre un au chef. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont dans un endroit où ils vont leur donner des médicaments qui vont les shooter, ou alors ils vont être enfermés dans... Alors ça, c'est après, mais... Qu'est-ce qui se passe quand il donne un chewing-gum au chef ? Il dit merci. Il dit merci. Voilà. En fait, il parle. Donc en fait, t'avais raison depuis le début. Il est pas sourd, le chef. Il simule depuis toutes ces années la surdité. Il fait son coming out. On comprend que voilà, en fait, il est peut-être même pas fou non plus parce qu'il est tout à fait articulé. Il commence à discuter avec McMurphy de manière totalement cohérente. Je viens d'être ému sans avoir vu la scène. Le moment où on l'entend parler, chef, ça m'a mis les poils, quoi. Trop bien. Donc McMurphy, il est trop content, voilà, il est très ému aussi. Il a enfin un vrai allié dans ce service. Et ils commencent à parler tous les deux de s'évader. Ils envisagent même d'aller au Canada. Donc ils ont une vraie discussion là-dessus et ils commencent à l'envisager pour partir dès que possible. Et à ce moment-là, ils voient passer Cheswick en civière. Qui a l'air pas bien. Il a une espèce de filet de bave qui coule, il a les yeux mi-clos. Et une infirmière appelle McMurphy. Et donc là,
c'est pas seulement des médicaments. Il est emmené sur une table entourée de plein d'infirmiers. On l'attache sur la table. On lui met une sorte de gouttière dans la bouche. Vas-y, excité, là. Ouais, pour pas qu'il avale sa langue. Et il se prend une méga décharge d'électrochoc. Cut. Retour en thérapie de groupe. McMurphy n'est pas là. Donc, il y a une discussion sans grand intérêt en thérapie de groupe. Et là, on voit McMurphy qui finit par arriver. Et il a le regard complètement vide, il a les yeux vitreux, il déambule avec une démarche un peu à la Frankenstein. Il passe devant le groupe, il se retourne vers eux, il a vraiment le regard dans le vide. Et d'un seul coup, il s'anime et il se met à se marrer. En fait, c'était une feinte de McMurphy, il va très bien. L'électrochoc, ça lui fait rien du tout, il est en pleine forme. Il fait des blagues, voilà. Il dit aux autres qu'il est content de les revoir. Ratched répond qu'elle est ravie de le revoir aussi, évidemment. Et elle lui propose de se joindre au groupe. Et donc, on a un petit regard sur le chef qui est toujours au fond un peu de la salle en train de passer le balai et qui est soulagé que son pote ait gardé toute sa tête. Et c'est marrant parce que dans le livre, le chef, c'est le narrateur de l'histoire. Et en fait, depuis le début de l'histoire... Putain, c'est ouf. Ouais. En fait, c'est raconté de son point de vue. Et dans le premier chapitre du bouquin, il dit depuis que je suis là, je fais semblant d'être sourd et tout. Et quand il voit arriver McMurphy, il raconte tout ce qui se passe. Et c'est raconté de l'intérieur. Et c'est là où, en fait, le fait de lire le bouquin après avoir vu le film, c'est intéressant parce que ça crée vraiment un nouveau point de vue. Ça enrichit vachement la vision du personnage. D'ailleurs, le bouquin, je précise que il est sorti en France en 63 sous un autre titre ça s'appelait La Machine à brouillard. Et c'est seulement après la sortie du film qu'il a été renommé Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a pas mal de bouquins comme ça qui n'ont pas le même titre que le film qui est l'adaptation. Donc ça m'a donné l'idée d'un jeu. Ah ouais, devinez ? Ouais. Le jeu des livres adaptés en film avec un titre différent. Ok. Bon, il y en a un très connu, par exemple, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Ça a été adapté sous le titre de Blade Runner, un bouquin de Philip K. Dick. Si je vous dis Le Corps, c'est une nouvelle, c'est pas un livre. The Body, c'est ça se passe dans l'Oregon aussi. C'est une nouvelle de Stephen King dans différentes saisons. Et ça raconte une histoire d'une bande d'enfants qui part... les Goonies ? Non. Ah, c'est Stand By Me. Stand By Me. Ah oui, parce qu'il trouve un corps. C'est ça. Il cherche le cadavre d'un enfant de leur âge qui est disparu. Stand By Me, ouais. Ça s'appelait Le Corps. Si je vous dis Q&A, ça c'est le titre anglais. Il y a un titre français aussi, mais ça vous aiguillerait trop, je pense. C'est un bouquin d'un écrivain indien qui est sorti en 2005. C'est Life of Pi, non ? Non, Q&A, donc Question and Answers. C'est important dans l'histoire qu'il y ait des questions et des réponses. C'est un film qui a été adapté en 2008 et qui a eu l'Oscar du meilleur film. Le rôle principal est un personnage indien. Ah oui, c'est Slumdog Millionnaire. Ouais. Ça s'appelait Q&A. Et en français, c'est Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire. C'était plus simple. Ils nous auraient mis plus sur la voie. Ouais. Il y a un bouquin qui s'appelle Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe qui a été adapté en film. Un film d'action des années 80. À votre avis, c'est quel film ? C'est un livre de 79. Le film a été adapté dans les années 80. On en a parlé tout à l'heure. Ça se passe... Ouais, c'est Die Hard. Donc c'était un roman à la base, ça j'ai appris en préparant l'émission. Quel film est adapté du roman Ponche créole de Elmore Leonard ? Ça c'est Jackie Brown. Ouais, bien joué. Je savais pas du tout que c'était adapté d'un bouquin. Okay. Quel film est adapté de L'histoire de ta vie de Ted Chiang, qui est une nouvelle de science-fiction, enfin un roman court de science-fiction. Ça parle d'une linguiste qui s'appelle Louise Banks, qui est recrutée par l'armée américaine. Ah, c'est Premier Contact. Ouais. De Denis Villeneuve. C'est un roman et ça va assez loin dans la linguistique et dans le détail. Je pense que c'est un bouquin assez intéressant à lire après avoir vu le film aussi. Quel film est adapté de Souvenirs à vendre ? C'est une nouvelle de 1966 qui a été adaptée dans les années 90. Ça se passe dans le futur. C'est de la SF. Ah, c'est pas Total Recall ? Ouais, c'est Total Recall. L'histoire d'un mec qui veut partir en vacances sur Mars, mais qui n'a pas les moyens, donc il se fait implanter des souvenirs. Le gouverneur de Californie. Ouais, c'est le gouverneur de Californie, exactement. Et le mec de la pub Parkside aussi. Ah oui.
Quelle vie, Arnold. D'ailleurs, on en parle dans notre épisode sur Commando. Allez l'écouter. Quel film est adapté de la bande dessinée Le bleu est une couleur chaude de Jules Marot? Ça, c'est La vie d'Adèle. Ouais, okay. Adapté d'une BD, ouais. Quel film est adapté de Wise Guy, un roman de Nicolas Pileggi? Non, c'est même pas un roman, c'est une biographie. Biographie d'un criminel. Est-ce que c'est un film de Scorsese? Ouais, exactement. Une vibe Scorsese. C'est un criminel qui a commencé ses activités à 11 ans. Les Affranchis. Ouais, c'est Les Affranchis. Bien joué. Wise Guy, Life in a Mafia Family. Et un petit dernier. Quel film est adapté d'un autre essai, une autre biographie qui s'appelle La revanche d'un solitaire? Ça, c'est le titre français. Le titre américain, c'est The Accidental Billionaires. C'est un film qui est sorti dans les années 2000, je crois. 2010, peut-être. C'est un film... qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que c'est pas le film sur la vie du mec qui a fait Facebook? Oui, exactement. C'est ça? C'est ça, ouais. Mais non, La revanche d'un solitaire, la véritable histoire du fondateur de Facebook. Donc Aaron Sorkin, le scénariste, s'est inspiré de ce bouquin. On va revenir au film maintenant. Je récapitule. Deuxième entracte. Ouais. Ce sera la dernière, là. On va aller tout droit jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux plus essayer d'imaginer, parce que quand j'imagine, je trouve les bonnes réponses. Donc, je me gâche tout seul la fin, quoi. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Mathieu, je te demande. Comment t'écrirais la fin de ce film, si tu penses que ça va bien finir ou mal finir? Oh, la pression! Alors, est-ce que ça va bien finir ou ça va mal finir? Il va rester, est-ce qu'il sort ou est-ce qu'il reste? C'est ça, la question, non? C'est une bonne question à poser. Ouais. Est-ce que tu le vois finir sa vie enfermé dans ce truc? Je pense je pense qu'à la fin, il reste dedans, quoi. Ah ouais. Donc mal finir, vraiment mal. En fait, n'oublions pas qu'il a violé une fille. Pour moi, il y a cet élément principal qui est que, en fait, ce mec-là, il y a un dos dès le début, quoi. Ouais. Mais est-ce que Ratched, elle va du coup switcher? Je pense aussi. Qu'est-ce que t'entends par switcher? Genre, il va gagner son pari de la rendre folle ou en tout cas, elle va changer de façon. Soit sachant qu'on a l'info que c'est une des meilleures méchantes de l'histoire du cinéma, donc elle va même passer des steps sûrement. Ah oui. Ah oui, elle va encore plus. Ah, peut-être que c'est ça. En fait, elle va gagner. C'est elle qui va gagner, mais quand même, lui, c'est bien. Il va quand même apprécier être à l'intérieur, alors qu'avant il voulait s'en aller. Et ah oui, mais en fait, il est pas fou. Enfin, on sait pas s'il est fou ou pas. Oh là là, je sais pas. Je peux pas savoir, mais en tout cas, j'ai trop hâte de savoir la fin. Eh bien, ça démarre maintenant. Donc, McMurphy vient de subir des électrochocs après un de ses coups d'éclat, littéralement, mais il est resté en pleine forme. Donc voilà, il a un nouvel allié dans cette histoire en plus, qui est le chef, qui n'est ni sourd ni muet et peut-être pas vraiment fou non plus, et qui a envie de s'évader le plus vite possible. Voilà où on en est. On est le soir. Oh putain, il va mourir. Il va mourir à la fin. Putain, il va mourir. Je le sens arriver. Les infirmières quittent l'hôpital et passent le relais à un nouveau personnage qui est le garde de nuit, qui est joué par Scatman Crothers. Je sais pas si vous voyez qui c'est. I'm a Scatman. C'est pas lui. Crothers. Non. Qui commence à entonner une petite chanson. Qui bégaye aussi. C'est pas. Pardon. Non, c'est le mec qui joue l'intendant dans Shining, notamment, qui a aussi le Shining dans le film. Et qui a aussi prêté sa voix à des dessins animés, comme il joue le Scat Cat dans Les Aristochats, et le chien dans Hong Kong Foufou, pour ceux qui connaissent. Mais attends, pour les plus de... comment il joue le Scat Cat et il joue Scatman? Je pense que non, c'est son nom, Scatman Crothers, et donc je pense que c'est un hommage à lui que le Scat Cat a été appelé comme ça. Bon bref, c'est lui qui joue le garde de nuit et il est en train de raccompagner les deux infirmières, pour prendre son relais. Donc la cabine est vide. McMurphy en profite pour s'y introduire et passer un coup de fil. Il appelle Candy, qui est sa copine qu'il a emmenée en bateau avec tous les camarades, et lui dit de venir avec une voiture. On comprend qu'elle dit qu'elle n'a pas de voiture. Il dit on s'en fout, voles-en une si besoin. Donc facile à faire. Voilà. Et il ajoute, n'oublie pas d'amener des bouteilles. Cut, c'est toujours la nuit. McMurphy réveille le chef pour lui annoncer que c'est le moment.
il va s'évader cette nuit. Donc il a une petite conversation avec le chef qui trouve que c'est trop tôt, il se sent pas prêt. Il dit à McMurphy, t'es beaucoup plus grand que moi. C'est une phrase du roman aussi. Enfin, il se voit trop faible en fait pour faire un truc pareil. Mais bon, McMurphy essaie de le convaincre. Et à ce moment-là, il y a Candy qui arrive, qui est accompagnée d'une autre meuf. McMurphy va à la fenêtre et il leur fait coucou. Et là, Scatman voit ce qui se passe et il dit mais qu'est-ce que vous foutez? Et McMurphy lui file un petit billet en disant t'inquiète, on va juste faire la fête cette nuit. Il dit elles amènent des bouteilles, voilà, ça va être cool. Scatman il est assez intéressé par l'idée en fait, donc il demande un peu plus de billets et il demande aussi s'il y a moyen de moyenner avec les meufs. Enfin, il y a une conversation un peu ambiguë, mais clairement il a envie de pas insensible. Ouais. Il demande si ça peut se négocier de vaguement coucher avec les meufs. Et McMurphy a l'air de dire que ça peut se négocier. Voilà. Donc Scatman, il est content, il est super corruptible, il dit bon vas-y, fais entrer. Et voilà, donc ça démarre. McMurphy réveille tous les patients du pavillon et ça part en gros stuff jusqu'au bout de la nuit. Donc on a plein de scènes de débauche où ça picole, ça détruit tous les meubles, ça fait du snowboard avec les civières, ça fait des courses de fauteuils roulants. Il y a une scène de comédie à un moment où il y a une surveillante générale qui arrive d'un étage du dessus et elle a entendu des bruits, donc ils essaient de tout cacher. Scatman, il est trop mal et tout. Bon, bref, c'est une scène qui dure assez longtemps. Donc en tout cas, toute la nuit, il y a la fête. Et pendant la nuit, il y a McMurphy qui s'habille, qui met son blouson, son bonnet, mais qui s'évade pas tout de suite parce que lui aussi, il veut kiffer la fête. Donc voilà, on s'évade, mais on est aussi là pour kiffer la vie. À un moment, il y a quand même un cut où on se retrouve quelques heures plus tard et on sent que la soirée est en train de se terminer. Donc il y a la moitié des patients qui sont en train de dormir. Il y en a qui dansent un peu vaguement au milieu de la salle. Il y a notamment Billy qui danse un slow avec Candy. Oh. Il avait commencé à la draguer sur le bateau et donc il continue de se rapprocher. C'est le moment que choisit McMurphy pour partir. Est-ce que c'était judicieux de faire un peu la fête ou alors est-ce qu'il a été pris par le FOMO et qu'il va lui jouer, est-ce que ça va lui jouer des tours son FOMO? Est-ce que c'est pas un peu fou de faire ça finalement? Est-ce que lui est pas un peu fou? C'est toujours la question. Est-ce que, enfin, il préfère faire la fête que s'évader? C'est un choix. Ouais, c'est ça la question. Donc là, quand même, il est décidé à s'évader. Il récupère les clés de Scatman qui lui s'était endormi aussi. Enfin, je pense qu'il a trop bu, comme la plupart des gens. Et McMurphy commence à ouvrir le verrou d'une fenêtre pour partir. Ses camarades remarquent qu'il est en train de partir, donc ils vont pour lui dire au revoir. Donc voilà, il serre la main à tout le monde, il fait des accolades et tout. Cheswick, tous les autres. Mais il y en a un qui reste un peu interdit au fond, qui fait un peu la gueule, c'est Billy. McMurphy demande ce qu'il a, et Billy lui dit qu'il va lui manquer. Et McMurphy lui dit, bah, tu peux venir avec nous, en fait. En fait, il est libre, donc il peut faire ce qu'il veut, mais Billy ne se sent pas prêt. Donc McMurphy lui dit qu'il lui enverra une carte postale du Canada et il le rejoindra quand il se sentira prêt. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui tracasse Billy quand même. Et Billy demande à McMurphy si Candy part avec lui. Il dit oui, il lui demande s'il va l'épouser. Et McMurphy dit non, on est juste des potes, quoi. Enfin, Et McMurphy lui demande pourquoi Billy lui pose toutes ces questions. Et Billy, il avoue quand même à demi-mot qu'il a un petit crush avec Candy et que, en gros, il aurait bien aimé conclure ce soir, quoi. Vaguement conclure. Voilà. Et donc, McMurphy lui propose un truc. Il lui arrange un date avec elle, mais immédiatement. Un date biblique, quoi. Enfin, vraiment un date qui va jusqu'au bout. Mais voilà, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc Billy, il est pas très chaud, quoi. Enfin, il aimerait plutôt organiser un petit rendez-vous sympa, un week-end. C'est un romantique. Voilà, c'est un romantique. Mais McMurphy lui dit, t'es occupé maintenant, t'as autre chose à faire. Et Billy il finit par accepter. Et du coup, bon, évidemment, McMurphy demande à Candy si elle est OK. C'est ça, parce que elle est où Candy dans l'histoire, là? Parce que... Le consentement, c'est important. Voilà. Donc, et voilà. Et en fait, ça lui pose pas de problème. Elle est OK.
Et donc voilà, McMurphy laisse Billy et Candy aller s'isoler dans une pièce. Et en attendant, il s'assied sur une chaise. Et il attend que ça se termine. 2 moments où il attend alors qu'il aurait pu s'évader depuis longtemps, quoi. Après, il dit aux autres, ça va sûrement pas durer longtemps. Mais voilà, il s'assoit, il attend, et là, on a un plan assez fou, qui mérite, je pense, de voir le film. C'est un plan fixe sur le visage de Nicholson, qui dure plus d'1 minute. Wow. Et où il passe vraiment par toutes les émotions. Donc d'abord, il boit un petit coup, il a l'air satisfait, il se marre, il regarde le chef qui est pas loin aussi. Et puis, il se perd un peu dans ses pensées, il a des éclairs de tristesse et tout. Donc c'est vraiment une super scène où vraiment t'as tout le personnage de McMurphy qui passe dans ses yeux. Et on peut se demander si en fait il est vraiment sain d'esprit parce qu'il a le regard qui part un peu dans tous les sens. Donc le plan dure à peu près 1 minute. Et dans la dernière seconde du plan, McMurphy ferme les yeux. Cut. C'est le matin. Et McMurphy est endormi par terre devant la fenêtre ouverte. Et les 3 gardes de l'hôpital débarquent dans la salle et découvrent l'hôpital sans dessus-dessous. Tout le monde est avachi par terre, tous les meubles sont retournés, c'est l'enfer, il y a des cadavres de bouteilles dans tous les sens. McMurphy se réveille. Ratched arrive à son tour dans l'hôpital. Elle demande aux gardes de fermer la fenêtre. On voit que le chef est endormi aussi. Et il y a la pote de Candy qui est en train de dormir sur un canapé au milieu de la salle. Ratched demande gentiment à ce qu'on la foute dehors. Et là, les gardes réveillent tout le monde, ils font l'appel des patients, ils essaient de mettre un peu d'ordre. Et ils finissent par dire à Ratched qu'ils ont bien retrouvé tous les patients, sauf un. C'est Billy. Ratched demande aux patients où est passé Billy, et ils se mettent tous à rigoler. En fait, les patients, ils sont plutôt contents d'eux. En fait, ils n'ont pas du tout de culpabilité d'avoir fait tout ça. Ils rigolent et ils répondent pas. Donc les gardes, ils continuent à chercher Billy et ils finissent par le trouver au lit, toujours avec Candy, dans une salle. Donc c'en est trop pour Ratched. D'autant que tous ses camarades sont en train d'applaudir Billy. Ils en auront plus rien à foutre de l'autorité de Ratched. Ouais. Elle calme tout le monde en engueulant très fort Billy. Elle lui demande s'il a pas honte. Et il répond, sans bégayer, « Non, j'ai pas honte ». Et c'est la première fois qu'on l'entend sans bégayer, parce que d'habitude, à chaque fois... Ok, waouh. Donc là, les camarades l'applaudissent à nouveau. Et là, Ratched va sortir la phrase qui tue. « Comment va réagir ta mère quand elle va apprendre ça ?» C'est pas elle, sa mère ? C'est pas sa mère, en fait, Ratched ? Ouais, un peu, ouais. C'est un peu le même genre de personne, je pense. Et là, Billy recommence à bégayer. Il dit qu'elle n'est pas obligée de le dire à sa mère. Et Ratched répond que sa mère et elle sont de vieilles amies, elle est obligée de lui dire. Et donc là, Billy commence à paniquer, il essaie de se justifier, il dit que c'est pas de sa faute, c'est les autres, c'est McMurphy qui l'a entraîné. Et là, il bégayait comme il n'a jamais bégayé. Et donc Ratched demande à un infirmier d'emmener Billy pour l'examiner. Et Billy se met à hurler. Il est emmené par les gardes devant les yeux médusés de tout le monde, et en particulier McMurphy, qui en plus a l'air d'avoir une bonne gueule de bois, donc c'est vraiment pas terrible. Là, Ratched va vers la cabine et prend le téléphone pour probablement appeler la mère de Billy. Enfin, on ne sait pas qui elle appelle. Là, les gardes sont occupés à remettre de l'ordre dans l'hôpital, donc McMurphy, il en profite pour reprendre les clés qu'il avait toujours dans la poche et rouvrir la fenêtre. C'est vraiment le moment ou jamais de s'échapper, mais il y a un garde qui l'a vu et qui commence à le fighter. Voilà, donc bagarre avec le garde. Et là, on entend un cri horrible d'une infirmière. Oh. Tout le monde va vers elle pour voir ce qui se passe. Donc il y a un moment de flottement où la fenêtre est ouverte et McMurphy pourrait partir, mais il veut aussi savoir ce qui se passe. Et là, on découvre Billy allongé dans une flaque de sang. Aïe, aïe, aïe. Il s'est tranché la gorge avec un fragment de verre. Donc Billy est mort. Ratched, elle reprend ses esprits, elle essaie de calmer tout le monde. Elle dit bon, faites circuler, il n'y a rien à voir. Faites comme si, faites comme tous les jours, quoi. Donc elle essaie de reprendre le contrôle et on voit dans le contre-champ que McMurphy, il a des yeux de tueur. Ouais.
et il se jette sur l'infirmière Ratched et il commence à l'étrangler. Il est en train de tuer l'infirmière Ratched. Oh. Mais les gardes finissent par lui sauter dessus et ils arrivent à libérer Ratched in extremis alors qu'elle est sur le point de mourir. C'est la fin de cette scène. Wow. C'est intense. Ah oui, c'est intense, ouais. Cut, on est de retour dans la grande salle. Tout est bien rangé. On entend de la musique classique à fond. Ça joue aux cartes tranquillement dans la salle. On est potentiellement quelques jours, voire quelques semaines plus tard. Il y a le chef qui passe le balai. McMurphy n'est pas là. Et il y a un des patients qui débarque dans la salle et qui annonce à ses camarades que McMurphy est parti. Il dit qu'il a assommé 2 gardes et il s'est évadé. Il y a Moustache qui répond qu'il n'y croit pas. Lui, il a entendu d'autres rumeurs. D'après lui, il serait à l'étage du dessus. Voilà, on ne sait pas trop. Enfin, il y a plein de rumeurs qui circulent sur McMurphy, on ne sait pas où il est. Il est plus là, mais la vraie raison, on la connaît pas encore, quoi. Ouais. Et on a un plan sur le chef qui écoute les rumeurs au loin et qui a l'air quand même super inquiet. Cut, c'est la nuit et on est toujours avec le chef qui est dans son lit et qui n'arrive pas à dormir. Il voit une lumière s'allumer dans le couloir et il voit 3 silhouettes arriver. C'est la silhouette de 2 gardes qui sont en train d'escorter un patient. Et ce patient, c'est McMurphy. Donc McMurphy est toujours là. Il est reconduit dans son lit et puis les 2 gardes s'en vont. Il a quelle attitude ? Il a l'air d'être dans son état normal ou il est un peu dans le noir, donc on voit pas trop. Okay. Il se laisse faire par les 2 gardes. Il l'escorte vraiment jusque dans son lit. Le chef se lève de son lit pour aller voir McMurphy. Il s'approche de lui et il lui dit il y avait des rumeurs qui disaient que tu t'étais évadé, mais moi je savais que tu partirais pas sans moi. Maintenant, on peut y aller. Donc le chef est prêt à partir. Wow. Mais McMurphy ne répond pas. Il ne réagit pas du tout, alors qu'il a les yeux ouverts. Mais il est les yeux dans le vide. Et le chef regarde un peu mieux le visage de McMurphy. Et il se rend compte qu'il a en haut du front 2 petites cicatrices là. Ouais. Et donc il comprend qu'il a été lobotomisé. Et donc, le chef annonce à McMurphy qu'il partira pas sans lui. Là-dessus, il prend un oreiller. Oh non. Et si. Il le pose sur le visage de McMurphy et il appuie de toutes ses forces. Le chef tue McMurphy. Donc, la réponse à la question de tout à l'heure, McMurphy reste à l'hôpital. Le chef se dirige vers la salle de bain, et plus précisément vers le poste d'hydrothérapie en marbre super lourd. Il le soulève. Il le soulève. Mais oui, il se barre. Et il balance le bloc de marbre dans la fenêtre, qui vole en éclats. Puis le chef traverse la fenêtre et s'échappe de l'hôpital. Et on a un plan fixe sur une grande plaine de l'Oregon, comme au début du film, au petit matin. Et dans ce plan fixe, on voit le chef courir au ralenti et s'éloigner vers l'horizon, fondu au noir. C'est la fin de... J'ai même pas vu le film, regardez. C'est ouf. Alors, tes impressions? Bah attendez, là, maintenant j'ai laissé moi regarder le générique et reprendre mon souffle, là. C'est vrai que c'est important le générique dans les films pour reprendre son... Bah du coup, j'avais un peu... Ouais, ça pouvait pas, en fait, bien terminer. Ouais. Enfin, un personnage comme McMurphy... étant donné ses états de service, pouvait pas sortir décemment libre de cet hôpital. Mais là, ouais, c'est... ce move du chef à la fin, là. Ouais, mais c'est assez beau parce qu'en fait, l'esprit de liberté de McMurphy s'est propagé aux autres et notamment au chef. Et c'est lui qui, en fait, va peut-être propager la bonne parole plus tard. David, tu te souvenais de... Je me souvenais pas de la fin. Je me souvenais de la lobotomie, mais je me souvenais plus de cette fin-là. Ouais, non, et sur la lobotomie, j'ai lu cet été un super bouquin sur le sujet qui s'appelle « Mon vrai nom est Elisabeth d'Adalion ». Et c'est une jeune femme française, une trentaine d'années, qui enquête sur l'histoire de son arrière-grand-mère qui a été lobotomisée. Et donc, la forme du bouquin est assez intéressante. Ça mélange
une correspondance entre son arrière-grand-mère et son arrière-grand-père. Il y a des interviews qu'elle fait de membres de sa famille. Et il y a aussi toute une partie plus documentaire sur l'histoire de la lobotomie et comment c'est inventé par une sorte d'apprenti sorcier aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. La lobotomie, ça consiste à en gros, faire des incisions pour un peu déconnecter le lobe frontal. Ça coupe plein je sais pas, d'émotions et du coup ça rend les gens beaucoup plus dociles. Et un des trucs dont elle parle dans le bouquin, du coup qui est complètement à l'envers de ce qu'on a vu là dans ce film, c'est qu'il y a aussi un biais très sexiste avec l'histoire de la lobotomie, parce que beaucoup de cas étaient des femmes à qui on diagnostiquait des maladies mentales et des trucs. Notamment, il y a le concept de l'hystérie ou des choses comme ça. Et une des manières d'apprécier la réussite de l'opération était justement de la docilité. Donc en fait, une femme qui faisait des crises de colère, mais qui après coup était capable de faire le ménage, on se disait c'est bon, ça a marché quoi. Et du coup, il y a tout un sujet là-dessus. Et l'évolution de la psychiatrie et du savoir et de ce qu'on fait, de la compréhension du cerveau au fil du temps et de ce qu'on a été prêt à faire à certaines époques, et notamment une opération non réversible comme la lobotomie. C'est un sujet super intéressant. Donc je vous recommande très chaudement ce bouquin. Mais c'est en tout cas le film. Moi, ça m'a donné envie de le revoir. Moi, clairement, je suis très content de l'avoir vécu comme ça en tout cas, et je pense que je vais le regarder très vite sur mon énorme télé. C'est sûr. Même. Non, mais oui, donc maintenant je veux trop voir les scènes que tu m'as racontées. C'était vraiment une expérience. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais il y a dans le film deux acteurs notamment qui sont devenus célèbres plus tard. Il y a Danny DeVito et Christopher Lloyd qui jouent deux patients. Donc c'est des personnages secondaires dont j'en ai pas parlé, mais c'est intéressant de voir aussi. Et en fait, il y a un vrai casting de tronche entre guillemets qui a été fait avec chaque comédien a vraiment sa singularité, et en fait tu peux pas confondre les personnages, et en fait il y a tout un tas de conversations dans le film que j'ai pas pu raconter, mais qui sont cool à suivre dans le film. Et il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, non? Ouais, du meilleur film. Il a eu les 5 principaux Oscars. Ouais, c'est un des rares films à avoir fait. Parce que acteur, actrice, film, scénario, réal. Ouais. Et solide. Alors j'ai un fun fact, c'est que en fait effectivement les méthodes dépeintes dans le film étaient déjà plus trop en vigueur à l'époque, et parce que le bouquin date de 62, et même l'hôpital dans lequel a été tourné le truc, le directeur de l'hôpital il appliquait pas ces méthodes à ses patients. Et en fait, du coup, il y a l'American Psychiatric Association qui s'est plainte de la façon mensongère dont on montrait le traitement de la maladie mentale. Et donc, ils ont commandé à l'équipe de Milos Forman un documentaire où il y a le même genre de scène, mais avec les méthodes actuelles. Et en fait, le documentaire a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que c'était encore plus parce qu'en fait, quand tu montres un truc réel, ça a vachement plus de poids que dans un film de fiction. Donc même des méthodes un peu moins brutal, en fait, c'était encore le film, le documentaire a été encore plus controversé. Parce qu'il y a eu plein d'évolutions effectivement à cette période dans la psychiatrie, notamment j'imagine les années 60, c'est à peu près la fin des lobotomies, et en même temps il y a le début des solutions chimiques. En fait, il y a des antidépresseurs, les médicaments, des choses comme ça qui sont vachement utilisés à partir de cette époque en psychiatrie, et qui permettent déjà qui sont des choses réversibles. C'est-à-dire, tu peux arrêter les médicaments et ça ne t'a pas changé le cerveau fondamentalement. Mais même le principe de l'enfermement et tout, enfin là tu vois ça en image, c'est déjà un peu. Et alors, et à l'inverse, je crois que les électrochocs, c'est un truc qui existe encore et qui est pas si. En fait, c'est assez impressionnant les électrochocs. Enfin, justement, c'est souvent utilisé au cinéma d'ailleurs comme un truc très. Mais il me semble que c'est encore utilisé et que c'est pas si
invasif. Enfin, je sais pas. Après, il y a peut-être des techniques moins brutales que le truc que tu fous et qui balance un 500 volts. À vérifier, vous nous dites dans les commentaires si je dis de la merde, mais il me semble que les électrochocs, c'est un truc qu'on a encore utilisé. Ouais. Je voudrais demander à Julien Méniel. Je vais faire avoir des dernières on invite aussi dans l'émission pour lui raconter un film. Bon, je crois que c'est la fin de cet épisode de Calmos le podcast. Franchement, je suis trop content que vous ayez choisi ce film et j'ai passé un incroyable moment. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à Axel à la technique. Tous les liens sont en description ou dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des likes, des étoiles ou à venir nous témoigner votre soutien sur tipeee.com/Calmos. On remercie tous nos tipeurs dont le nom s'affiche chez vous sur votre écran. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Letterboxd. On revient dans 2 semaines pour vous raconter un nouveau film. On vous dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Mettez pas trop le t-shirt Calmos le même jour que moi, s'il vous plaît.